pour connaître l'effet de cette onde gravitationnelle sur un objet, je considère une masse en un certain endroit A, que je vais considérer immobile à t égale 0. Voilà. Dans le système de coordonnées que j'ai choisi, j'ai un objet qui est immobile, il est là. Une onde gravitationnelle passe. On se retrouve avec une équation du mouvement pour la particule, qui est la suivante. Je l'écris. Je vais mettre des indices comme on l'a fait dans tout le cours. Et là, c'est mu, nu. U, nu, égale à 0. Ça, c'est l'équation des géodésiques, où U, c'est le vecteur vitesse. C'est la quadrivitesse, et la quantité qui est ici, c'est le symbole de Christoffel, et ça contient les dérivés de G. Donc ici, les dérivés de H. Donc ça, on l'a vu longuement. Je ne vous rappelle pas le détail de ça. Je vais utiliser la forme. Je dis je ne vous le rappelle pas, et en fait, je vais vous le rappeler. Je fais ça tout le temps, c'est chiant. Je recommence. Je vais vous rappeler comment s'écrit ce truc-là. On va en avoir besoin tout de suite d'une forme un peu plus simple, mais ça vaut 1/2 de eta lambda sigma d rond mu g sigma nu, c'est ça, plus d rond mu g mu sigma moins d rond sigma g mu nu. Alors, la forme la plus générale, je vais l'écrire puis je vais effacer au fur et à mesure. La définition vraiment générale de cette quantité-là, c'est donnée par ça. Ici, on est dans le cas où on a une perturbation, une petite perturbation par rapport à l'espace-temps minkowskien. Donc ça, c'est égal à eta mu plus quelque chose. Eta mu, c'est une constante, donc quand ça dérive, ça vire. Donc là, la dérivée des différents gradients de G, c'est simplement ceux de H. C'est que la perturbation qui varie au cours de l'espace et du temps. Donc ça, je remplace H ici. Du coup, si je remplace H là, dans la quantité qui est ici, qui est égale à eta plus H, ça ne sert à rien de garder le terme en H, puisqu'il est d'ordre 2. Donc je peux me contenter ici de mettre eta. Quand on est dans l'approximation linéaire de la relativité générale, ce terme-là, c'est de cette façon. À t égale 0, je viens de vous dire que la particule est immobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur u vitesse a juste une composante temporelle et les trois composantes spatiales de la vitesse sont nulles. Donc voilà comment s'écrit le quadrivecteur vitesse pour la particule qui est mobile à t égale 0. Donc elle n'a pas de composante spatiale. Du coup, si je mets ça là-dedans, pour savoir quelle est l'accélération à t égale à 0, je remplace ça là-dedans, c'est très facile. Tous les termes ici qui ont des indices spatiaux virent, il ne reste que les termes avec un indice temporel, et je me retrouve avec du lambda sur des taux qui est égal à, je ne vais pas tout de suite passer de l'autre côté, plus, ici, je vais avoir que le terme avec mu égale t, donc c'est-à-dire que je vais me retrouver avec un c carré, fois lambda, et ici 0,0. Voilà ce que donne à t égale 0, l'équation qui donne ici l'accélération en fonction du symbole de Christoffel. Et si je regarde ce que vaut la grandeur qui est ici, c'est parti, ça vaut, c'est égal à 1/2 de eta lambda sigma de, et je mets des zéros partout, il y a des mu et des nu, des ronds par rapport au temps, je vais mettre ht sigma, plus des ronds par rapport au temps de ht sigma, moins des ronds par rapport à sigma de htt. Est-ce que vous avez une remarque intelligente encore à faire sur ça? H. Ah oui, alors là on a H et tout à l'heure on avait H avec une barre dessus. Ça vaut quand même le coup que je vous rajoute une information. Dans l'équation qui est là-haut, c'est un H avec une barre. Vous vous rappelez que la différence entre le H avec une barre et le H sans barre, c'est qu'on a ajouté un terme dans lequel il y avait la trace qui intervenait. Je viens de vous dire là tout à l'heure que la trace de cette matrice-là est nulle. Trace de A ici est nulle. Donc la trace de H ici est nulle. La trace de H bar est nulle. Donc quand je fais le passage de H à H bar en ajoutant un terme qui prend la trace, qui concerne la trace, en fait j'ajoute un terme nul. C'est-à-dire que quand la trace est nulle, dans la jauge qui est ici, H bar et H c'est la même chose en fait.
Donc ici, les H qui sont ici, je peux aussi bien mettre une barre dessus. Ça, c'est vraiment ici les termes qui sont donnés par la matrice A nu qu'on vient de déterminer. Donc ça, ça et ça, il faut aller les chercher dans la matrice qui est là-haut. Bah, vous voyez qu'ici, il y a un indice T partout, donc c'est forcément sur la première ligne ou sur la première colonne, donc c'est forcément 0. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Donc, cette quantité-là est nulle. À t égale à 0, si la particule ne bouge pas, elle n'est pas accélérée non plus. Ce qui veut dire qu'elle n'est jamais mise en mouvement, elle reste immobile. Vitesse nulle, accélération nulle, bah, vous pouvez résoudre ces équations-là aussi loin que vous voulez dans le temps, ça va donner 0. Donc ce qu'on est en train de trouver ici, c'est que même quand l'onde gravitationnelle ici est en train de passer et que la métrique est perturbée par H, et bien la particule elle est immobile. Alors attention, il faut ici faire le point crucial ici, c'est ce que veut dire immobile. Ça ne veut rien dire en fait immobile. Quand on pense en relativité générale, et même dans la vie de tous les jours, c'est immobile par rapport à quelque chose. Immobile ici, ça veut simplement dire qu'il y a des coordonnées constantes. Alors, on a quand même des coordonnées bizarres ici. Hein. On a fait un changement de coordonnées pour passer dans la jauge de Lorentz. Après, on a ajouté un petit terme sinusoïdal là pour donner une matrice de traces nulles. Ben voilà, on a un système de coordonnées bizarre. En fait, il est bizarre comment? Il est bizarre comme ça, c'est-à-dire que, sans le dire ici, on a choisi un système de coordonnées qui est en train de suivre les particules. Ce dont on va s'apercevoir, c'est que les particules, en fait, effectivement, elles bougent au passage de l'onde, et que nous, on a pris un système de coordonnées qui est en train de suivre le passage de l'onde. Donc forcément, on ne le voit pas dans ces équations. Comment est-ce qu'on peut, du coup, s'apercevoir qu'effectivement, il se passe quelque chose quand l'onde est en train de passer? Il ne faut pas considérer une particule de masse m, mais il faut en considérer plusieurs. Et on va voir comment est-ce que la distance physique entre les particules évolue au cours du temps. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, du coup, a vraiment un sens physique bien établi. Et c'est sur ça que je vais terminer ici, la partie calcul, et puis je vous dirai un mot ensuite comment on pourra utiliser ça pour détecter des ondes gravitationnelles. Et vous tournerez ensuite vers des vrais spécialistes du domaine qui sont à ça. Alors, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est considérer deux masses M, ou plusieurs. Allez. Plusieurs masses M qui sont immobiles à t égale à 0, et je vais les prendre qui sont par exemple sur un cercle. Voilà. Donc j'ai des particules un peu partout ici, d'accord. Le cercle aura un rayon R, avec R qui va être petit. On verra petit en quoi tout à l'heure, suffisamment petit pour que je puisse faire autant de développement limité que je veux dans ce qui suit. Voilà. Et puis je vais appeler cet angle-là, je vais l'appeler θ si j'en ai besoin. Donc la particule qui est ici, elle a les coordonnées x égale r cos θ, y égale r sin θ. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est le plan du tableau, c'est le plan xy. La direction z est perpendiculaire au plan du tableau, et donc on a une onde gravitationnelle qui est en train de passer par là ou par là. D'accord ? Une onde gravitationnelle arrive. Qu'est-ce qui se passe sur ces particules ici? Et bien pour le considérer, ce que je vous propose, c'est de calculer la distance physique entre chaque point ici du cercle et le centre. Je vais calculer la distance physique qui, en jaune, est ici. Calculer une distance physique, ça veut dire, ça va être relié à la quantité ds carré. G mu nu dx mu dx nu. Et plus précisément, si je m'intéresse à la distance entre ces points-là, la longueur de ça à un temps donné, c'est la partie spatiale de ce qui se trouve ici. Donc ce que je vais appeler la longueur. Et à partir de maintenant, je vais enlever les éléments différentiels. Je vais vraiment considérer des écarts finis de coordonnées. Donc c'est là où le fait que R est petit va intervenir. Donc R est suffisamment petit pour que dx soit petit. Et je vais appeler ce que je vais appeler la longueur au carré qui m'intéresse ici. C'est simplement donné par G, I et J, avec un moins, parce que je vous rappelle que la partie spatiale de la métrique, elle a un moins. Moins GIJ, delta X, I, delta X, J, où I et J sont des indices purement spatiaux ici. Donc c'est ça qu'on veut calculer. D'ailleurs ici le delta XI par exemple, c'est la différence entre la coordonnée XI du point et celle de l'origine. Donc celle de l'origine c'est 0. Donc ça je peux d'ores et déjà l'écrire de manière plus simple. Lui c'est simplement XI et lui c'est simplement XJ. Et ce qu'il y a là-dedans c'est eta I et J plus HIJ. Eta IJ, c'est la métrique plate. Donc ça, quand je vais le développer, je vais avoir moins eta IJ. Je vous rappelle que eta IJ vaut moins 1 dans les conventions qu'on a pris. Donc on va avoir moins par moins, ça va faire plus. Fois ce truc-là, voilà, le
premier terme ici, hein, ce qu'on obtient comme ça, moins eta ij xi xj. Ça, c'est simplement la distance entre O et R qu'on calcule dans un espace minkowskien, sans langue gravitationnelle. Et on prend Pythagore et on calcule le truc comme on le fait en maternelle. Donc ça, je vais l'appeler L0, même mieux en fait. Je vais l'appeler L0 carré, mais non, on sait combien ça vaut ici. C'est ce que j'ai appelé R hein, ici précisément. Ça, c'est R au carré, la quantité fixe. Mais on a un autre terme, c'est là où l'influence de l'onde gravitationnelle va jouer. Moins HIJ, XI, XJ. Donc vous voyez que ce terme-là, s'il n'est pas nul, on verra qu'il n'est pas, ça c'est responsable d'un changement de longueur, de cette longueur-là. Ce qui devrait valoir R carré vaut quelque chose qui est plus petit ou plus grand que R carré sur le signe de HIJ. Je vais remplacer HIJ par ce que ça vaut. Pour ça, je vais prendre la matrice A qui est là-bas et je vais considérer juste une polarisation. Je vais considérer une onde qui est polarisée et je vais prendre le premier cas ici, je vais prendre l'onde A+. Donc je vais considérer que le deuxième terme là-haut est absent. Donc la matrice du coup H, elle est vraiment extrêmement simple, parce que dans ce cas, on a H mu, qui est la même chose que H mi bar, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, qui est égal à A plus cosinus de oméga sur C facteur de T moins Z. Je remplace aussi directement les variables parce que ça vaut et les coordonnées de K parce que ça vaut, fois une matrice. Voilà, fois ça. Et donc, ce qu'on veut calculer ici, c'est la partie spatiale de ce truc-là, le HIJ. La partie spatiale, elle est où? Elle est là. Ça, c'est le temps ici. Et ça, c'est la partie spatiale. Donc, c'est cette matrice-là qui va intervenir dans ce que j'ai écrit là-bas. Et puis, donc, ce que je veux, c'est les contractions de HIJ avec toutes les coordonnées possibles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de zéros dans la matrice. Hein. Quand je fais la somme ici sur tous les indices possibles, il va me rester que deux termes dedans. Il va me rester H. Là, je vais l'écrire où? Je vais l'écrire là. En faisant un peu de place parce que ça m'énerve si je fais. Waouh! Le gars content. Sauf que voilà, ok. L2 est égal à R2, c'est parti. Moins. Alors, HIJ, on a une somme sur I et une somme sur J. Donc, on a les différents cas possibles. C'est I et J sont égaux à X. Donc, ça fait HXX fois X au carré. Donc, ça fait X carré fois. Donc, le HXX, il vaut 1 fois A plus fois cosinus de ce qui est là-bas, je réécris pas. Une autre possibilité dans la double somme qui est ici, c'est que les indices I et J se réfèrent à Y. Auquel cas on a ici moins 1. Ici on a Y, donc Y carré, fois le même coefficient ici, A plus cosinus de tout ça. Et enfin, on a une troisième possibilité qui est que l'un vaut... non, mais c'est tout. La matrice est diagonale, donc non, c'est tout. On a que ça. Et donc la longueur au carré, ça on peut le simplifier un petit peu avec la forme de x et de y qui sont donnés là. Ça maintenant on s'en fiche, on a quasiment le résultat final. On se retrouve avec L carré qui est égal à R2 moins A plus facteur de x2 moins y2 cosinus de oméga sur c t moins z. Bon, alors ici, bon, là-dedans, hein, le C égale 1 ici. Hein, je ne me suis pas embêté à mettre le facteur C. Vous le referez si vous voulez avoir quelque chose de... Ça, ici, x2 moins y2, c'est ça au carré moins ça au carré. Ça fait donc r carré fois a plus. Et je m'en retrouve avec cos carré moins sin carré. Non plus, hein, je ne sais pas, mais j'ai regardé. C'est cos 2 θ. Voilà. Fois cosinus de... Donc, du coup, là, je vais écrire la forme maintenant que j'ai dit que j'allais faire bien, moins kz. Voilà. L. Alors, dessinons ça. Là, on a tout, on a vraiment à un instant donné,
on a la géométrie finalement de l'anneau de particules qui était au départ immobile là. On voit comment est-ce que ça s'est modifié. Je vais me le faire directement sur la figure, en fait, ce sera encore plus simple. Voilà, on a cet anneau de particules qui est ici. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les particules déjà qui ne sont pas mises en mouvement par l'onde, celles pour lesquelles la longueur L carré vaut vraiment le R carré du début? Quelle est la condition là-dedans pour que... il faut que ça soit égal à 0 là. Elles sont où les particules pour lesquelles tout ça c'est égal à 0? Oui. Donc il faut que le cosinus qui est ici soit nul. Donc il faut que 2θ soit un multiple de pi sur 2, enfin pi sur 2 à pi près. Donc il faut que θ soit pi sur 4 ou 3 pi sur 4, etc. Donc c'est là, elle est là la particule. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là ne sont pas mises en mouvement par le passage de l'onde. Jamais, elles restent vraiment sur place. Par contre, les autres, elles oscillent. Hein. La longueur qui est ici oscille sinusoïdalement autour de la position d'équilibre. Donc la particule qui est là, par exemple, elle va osciller entre deux positions, entre une position ici, par exemple, une position là. Voilà. Et celles entre les deux vont osciller avec une amplitude qui est un peu moindre, quand le cosinus va être plus petit que 1. Et si on regarde bien ce qui se passe ici, quand 2θ atteint pi sur 2, quand on arrive à ce point-là, le cosinus change de signe et donc l'écart de longueur change de signe aussi. Donc quand la particule se trouve ici, à un instant où la particule se trouve là, pour θ égale 0, pour θ égale pi, en fait, elle va se retrouver, θ égale pi sur 2, elle va se retrouver au-dessus, au contraire. Donc elle est là. Donc la déformation, elle a cette tête. Voilà, ça c'est un instant donné. Et à un autre instant ultérieur, à un moment ça va revenir ici, quand le cosinus qui est ici est nul, c'est le cercle initial. Et à un instant encore ultérieur, ça peut avoir quelque chose comme ça. Donc, ça fait ça. D'accord, c'est ça que c'est en train de faire. C'est un rond. En fait, c'est comme un boudin sur lequel vous appuierez. Donc ici ça s'affaisse, ça s'agrandit, etc. Donc c'est quelque chose qui oscille de cette manière. Donc ça, c'est vraiment les distances physiques. La manière dont les distances physiques évoluent au cours du temps. Ça, c'est pour la polarisation que j'ai appelée A+. Vous pourrez reprendre le calcul avec l'autre polarisation qui est là-bas, ça se fait vraiment très bien. La seule chose qui change, c'est qu'ici, on a un sinus au lieu du cosinus. Et du coup, sur le graphique, la seule chose que ça change, c'est que les points fixes se retrouvent ici. En fait, c'est cette figure-là tournée de pi sur 4. Et donc, on a quelque chose ici qui serait comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça fait aussi un boudin comme ça qui oscille, mais l'axe autour duquel ça oscille, alors c'est ces axes-là que je vais représenter. Ça, en gros, c'est les axes le long duquel ça oscille le plus. Là, ils sont comme ça. Là, ils sont comme ça. C'est ça et ça que signifie la croix des différentes orientations qui sont là-haut dans A. A avec le plus, ça oscille. Les oscillations principales sont dans le plan vertical horizontal. Et A croix, c'est des angles qui sont sur le côté comme ça. Alors, ça termine la partie vraiment calcul. À partir de là, si on veut détecter une onde gravitationnelle, il faut être capable de détecter la déformation d'un objet de ce type. Donc ça ne semble pas très compliqué. Hein. La déformation d'un objet, il y a plein de manières de le faire. Hein. Je peux envoyer un rayon de lumière entre là et là, par exemple. Donc, une manière possible, c'est de faire un interféromètre avec ça, un interféromètre de Michelson. Vous mettez un miroir là, une source là, un miroir là, et la séparatrice là. Vous voyez que les miroirs, ils sont en train de faire ça au cours du temps. Donc l'état d'interférence à la sortie du Michelson va dépendre de l'état dans lequel se trouve l'onde qui est en train de passer, et c'est une solution effectivement qui est adoptée. La difficulté de ça, c'est pas une difficulté de principe, c'est une difficulté d'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de A, si on se met dans des unités comme c'est le cas ici, dans lequel H n'a pas d'unité en fait, hein. H avait la même unité que eta. Eta c'était -1, -1, -1, donc A c'est quelque chose qui n'a pas d'unité non plus ici. Et les A ici sont de l'ordre de grandeur de. Alors, ça dépend des types de sources d'ondes, etc. Tous les ordres de grandeur, enfin, toutes les grandeurs ici, toutes les valeurs sont possibles pour A, il n'y a pas de limite théorique à ça. Simplement, les sources qu'on imagine autour de nous qui produisent des ondes gravitationnelles donnent au niveau de la Terre des choses qui vont être entre, je vais être là, -10, -18,
10-22. Voilà. Alors, je me tourne vers Loïc. Il y a probablement des situations plus extrêmes que ça qu'on pourrait envisager. Est-ce que tu es d'accord avec cet ordre de grandeur? Ça te va. Ok. Donc, ce qui veut dire ici que la perturbation, ça, je vous rappelle que c'est ce qui est devant le H, devant la perturbation H dans la métrique. Donc ça, c'est ce qu'on a dit au début, ça doit être petit devant 1. Déjà, c'est pas mal. L'approximation linéaire, elle va être très bien vérifiée, il n'y a aucun souci avec ça. Bon. Par contre, le truc qui nous embête, c'est que le A, c'est lui qui intervient là-dedans aussi. Et vous voyez que du coup, ce terme-là, il est 10 puissance moins 18, 10 puissance moins 22 fois plus petit que lui. Si vous essayez de faire l'expérience avec un Michelson de table, un truc de la fac, là, vous mettez 4 heures à régler et 3 minutes à dérégler. Donc le truc, la taille typique des particules que vous considérez ici, c'est la distance entre les miroirs et la séparatrice, on va dire c'est 1 mètre. Voilà. Si vous avez R égale 1 mètre ici, ça veut dire que le terme qui est ici est 10 puissance moins 18 fois plus petit que celui-là, et donc vous vous retrouvez avec des distances qui sont minuscules. Ça, là, ça vous donne des distances qui sont plus petites que la taille de l'atome, du coup. Vous voulez mesurer un écart de miroir au passage de l'onde sur des distances qui sont monstrueusement petites. Vous voulez des déplacements qui sont vraiment extrêmement petits. Alors, juste pour pas que vous soyez confus, parce que je m'aperçois qu'il y a peut-être quelque chose de faux peut-être dans votre tête, je vais vraiment mettre L plutôt que L carré. Pas que vous pensiez que c'est 10 moins 9 et 10 moins 11 des nombres importants. Ça là, ça vous dit que L, c'est à peu près égal à R, facteur de 1 moins A plus fois quelque chose, avec une racine carrée ici. Donc L, c'est à peu près égal à R, moins 1 demi de R fois A plus fois quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas la racine carrée de ça, hein, la perturbation, c'est vraiment ça. Donc on a ici, si on a un Michelson de 1 mètre de taille typique, on veut des déplacements de miroir de 10 moins 18 mètres. C'est plus petit que le noyau, hein, que la taille du noyau, c'est minuscule. Donc, sur un Michelson de table, à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose de possible. Donc vous connaissez une des solutions qui a été adoptée pour faire ça, c'est de faire des interféromètres qui sont plus grands. Donc les gens qui sont au labo ici travaillent sur un d'entre eux qui est Virgo, où la taille des bras c'est quelques kilomètres. Donc là on gagne un facteur 1000. C'est pas beaucoup, hein. Un facteur 1000, vous voyez que avec un facteur 1000 ici, on se retrouve avec quand même une grandeur qui est 10 puissance moins 15, une perturbation de l'ordre de 10 moins 15 à détecter. C'est monstrueux. Demandez à quasiment n'importe qui d'essayer de faire ça, ils n'essayent même pas en fait. Hein. Bon, eux ils ont essayé et ça marche, en plus c'est pas mal. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on fait ça, simplement, juste en 2 mots, les gens qui font ça utilisent pas seulement un Michelson, mais ils mettent aussi des cavités de Fabry-Pérot là-dedans pour faire passer le faisceau, pour faire un grand nombre d'allers-retours dans le bras, pour en quelque sorte augmenter artificiellement la taille du bras de Michelson, et avec des miroirs de très bonne qualité optique, on peut gagner comme ça des facteurs qui sont énormes. Quelques milliers, 10 000, 10 puissance 6, je ne sais pas combien c'est le facteur de qualité, mais un terreau, il ne s'attendait pas à lui. Une centaine, d'accord. Donc on gagne un facteur d'une centaine encore sur ça en mettant des cavités. Bon. Une autre méthode qui a été envisagée, la première d'ailleurs historiquement, c'est de rester sur des dispositifs de l'ordre du mètre, mais c'était des blocs, ça s'appelle des barres de Weber, des énormes blocs de métal, et en jouant sur le fait que les résonances mécaniques du bloc dépendent de la forme du bloc. Si le bloc est un petit peu déformé, en gros vous tapez dessus, ça fait un ping. Quand il se déforme, ça fait un ping. Sauf que la différence de ton, elle est de 10 moins 15, 10 moins 20, 10 moins 10, 10 moins 2. Donc, il faut avoir une bonne oreille. Donc, Weber avait essayé ça en équipant des barres, et ça, effectivement, il n'avait rien détecté. C'était dans les années 60. À l'époque, c'était pas complètement clair qu'on n'aurait pas des amplitudes ici beaucoup plus grandes que ça. Donc, s'il avait su ça, Weber, je pense qu'il n'aurait même pas essayé. On ne peut pas faire des barres qui soient aussi précises que ça, mais c'est le premier historiquement à avoir fait ça. Donc, je vais m'arrêter là pour le cours. Simplement la chose, donc vraiment je vous invite à reprendre dans votre tête qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu plus subtil l'onde gravitationnelle que voilà, ça passe et ça déforme l'espace-temps. Vous voyez qu'on est arrivé quand même à un moment où on a failli se dire ah bah tiens, l'onde elle a aucun effet sur les particules parce que les particules sont immobiles.
Rappelez-vous bien que le fait qu'une particule se déplace ou pas, ça n'a aucun sens en relativité générale, j'allais dire, mais en physique non plus. Il faut toujours dire par rapport à quoi, il faut un référentiel, il faut des coordonnées précises, et donc tout ce qu'on peut dire, c'est que les coordonnées sont constantes ou pas. Mais après, il faut arriver à tirer le sens physique de ça. Donc là, un des sens physiques assez simples qu'on a réussi à tirer, c'est l'écart physique entre différents points. Donc ça nous amène à une première vision des ondes gravitationnelles. Et autre chose à laquelle on aurait pu s'intéresser, c'est l'énergie que transporte ce truc-là. Et alors là, par contre, ça c'est une question qui est extrêmement délicate. La question de l'énergie en relativité générale, c'est vraiment très difficile de définir une quantité de façon propre en relativité générale qui soit ce qu'on appelle l'énergie en physique classique. Il se trouve qu'ici, quand on est dans l'approximation linéaire avec des perturbations qui sont faibles, on y arrive quand même, et on peut montrer qu'effectivement, cette onde gravitationnelle transporte avec elle transporte avec elle de l'énergie, transporte de la quantité de mouvement, transporte éventuellement du moment cinétique, comme le font les ondes électromagnétiques. Voilà, je m'arrête ici, ça termine complètement l'ensemble du cours sur tout ça.